Hier, 19 novembre, au millième jour de l'invasion généralisée de l'Ukraine par la Russie, Volodymyr Zelensky a présenté un plan de résilience au Parlement. Un plan qui présente un certain intérêt, mais qui a soulevé un certain nombre de questions par rapport à son bien fondé ou à son financement. Et d'ailleurs, dans la foulée, les parlementaires ont approuvé le budget 2025, qui prévoit un déficit budgétaire, donc la différence entre les dépenses et les recettes de 45%, et un effort de guerre porté à 26% du PIB. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on parle des grandes orientations de la politique ukrainienne et puis du nerf de la guerre, donc l'argent, et donc on va tenter de comprendre ce budget 2025 et ce que ça implique pour l'assistance financière occidentale. Alors, ce plan de résilience, c'est quoi ? Volodymyr Zelensky l'avait déjà annoncé il y a quelques semaines. C'est un plan qui regroupe et qui synthétise les grandes orientations de la politique publique en temps de guerre. D'ores et déjà, on doit se poser la question de pourquoi est-ce qu'un tel plan de résilience est présenté aussi tard, après déjà 1000 jours d'invasion généralisée. Et ça, c'est avant tout parce que ce plan de résilience est une réaction aux critiques adressées à Volodymyr Zelensky quand il avait présenté son plan de la victoire il y a quelques semaines. On avait notamment reproché à la présidence de trop demander aux partenaires occidentaux, sans mettre l'accent sur les réformes en interne et les ressources nationales. Et maintenant que ce plan de la victoire il a été rendu caduc par Donald Trump, puisqu'il ne sera jamais appliqué en tant que tel, et notamment la première clause, c'est-à-dire l'assurance d'une invitation de l'Ukraine pour intégrer l'OTAN, eh bien Volodymyr Zelensky présente un nouveau plan et il occupe par là même l'espace médiatique, donc c'est aussi un coup de communication, et d'ailleurs ça marche puisque j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Alors ce plan, il est en 10 points, on ne va pas entrer dans tous les détails, il n'y a vraiment pas besoin, mais juste pour dire qu'il s'agit des grandes orientations et de mesures concrètes qui sont regroupées dans 10 thèmes conceptuels, comme l'unité, le front, l'armement, l'énergie, l'argent, la souveraineté culturelle ou encore la politique des héros, c'est-à-dire la politique vis-à-vis des vétérans de guerre. Et le point le plus intéressant de ce plan, c'est d'ailleurs celui-ci, puisqu'il se présente comme un grand plan d'encadrement de la réhabilitation des blessés de guerre et de l'accompagnement des vétérans à tous les niveaux, donc au niveau national comme au plus petit échelon territorial. Ça prévoit notamment l'ouverture de milliers de centres de référence et la formation de milliers d'accompagnateurs. On le sait, c'est un sujet qui va préoccuper l'Ukraine pour les décennies à venir, et donc c'est très intéressant que le gouvernement s'en occupe. Pareil, la relation avec les Ukrainiens de l'étranger est une question critique pour le pays et pour sa démographie, et donc le président a insisté sur l'adoption d'une loi sur la double citoyenneté. Mais là-dessus, en fait, le projet de loi il est déjà enregistré au Parlement depuis des mois, donc il n'y a rien de nouveau. Et Volodymyr Zelensky n'a pas annoncé de mesures pour créer une réelle politique ukrainienne vis-à-vis de sa diaspora. Donc là-dessus, en fait, on voit un effet d'annonce, mais vraiment rien de nouveau. Et c'est le cas pour la majorité des points de ce plan qui, en fait, portent sur des projets qui ont été abordés auparavant. Donc par exemple, renforcer les effectifs des représentations diplomatiques à travers le monde, intensifier la diplomatie culturelle à travers ce que Volodymyr Zelensky appelle un Rammstein de la culture, consolider et fortifier les frontières nationales, harmoniser l'espace médiatique ou encore rationaliser les relations entre le gouvernement central et les régions, dans un contexte où il n'y aura pas d'élection avant la levée de la loi martiale. Volodymyr Zelensky l'a encore répété hier, mais fondamentalement rien de nouveau. Sur le plan de la défense nationale, Volodymyr Zelensky entend renforcer le potentiel de production d'armement en Ukraine en produisant en 2025 30 000 drones de longue portée et 3 000 missiles balistiques. Ce qui montre bien que l'Ukraine continue de se projeter dans un conflit de longue durée. Cette notion de longue durée, Volodymyr Zelensky l'a d'ailleurs exprimée en disant que pour accomplir tous les objectifs de ce plan, eh bien il faudra probablement vivre plus longtemps qu'une certaine personne à Moscou, et donc évidemment il parlait de Vladimir Poutine. Il a aussi utilisé une formule que l'Ukraine ne renoncera pas à ses droits sur les territoires actuellement occupés. Auparavant, on parlait de ne pas renoncer aux territoires occupés. Maintenant, on parle de ne pas renoncer aux droits sur ces territoires occupés. Et donc ça peut impliquer l'idée d'un gel du conflit pour ensuite travailler dans le temps long à la récupération des territoires occupés. Ce qui correspond à l'humeur du moment, à ce qu'on devine de l'ébauche d'un plan de paix que l'administration Trump pourrait proposer ou imposer, mais aussi au désir des Ukrainiens qui sont de plus en plus nombreux à vouloir une paix négociée. Mais donc, ce plan de résilience, c'est d'abord et avant tout un discours qui a marqué les 1000 jours de l'invasion
l'invasion généralisée. Il n'apporte pas grand-chose de nouveau, d'autant que comme tout plan, eh bien, il nécessite mise en œuvre et financement, et ça pose question, parce que, étant donné que le Parlement était réuni en session plénière, eh bien, le gouvernement en a profité pour faire adopter le budget 2025. Ça devait être fait avant le 1er décembre, et donc là, en l'adoptant un peu plus tôt, eh bien, l'exécutif envoie un message d'efficacité et de cohérence, mais il n'empêche que ce n'est pas un budget qui fait rêver. Il prévoit 45 milliards d'euros de recettes et 83 milliards d'euros de dépenses. Et donc, il est nettement en déficit à hauteur de 45%. Et ça, c'est malgré une certaine reprise de la croissance économique, une vague de privatisation d'actifs d'État, notamment un hôtel très prestigieux dans le centre de Kiev, ou encore une grosse usine de production de titane. Ce déficit, il est aussi conséquent malgré une hausse très récente des impôts, notamment de 50% sur les banques, de 25% sur d'autres institutions financières, et une mise à contribution plus importante des auto-entrepreneurs, un statut jusqu'ici très populaire en Ukraine. Évidemment, ce qui pèse le plus sur le budget, c'est la défense, donc en termes globaux. On parle d'environ 47 milliards d'euros, soit 61% des dépenses prévues par le budget. Et c'est plus de 26% du PIB prévu pour 2025. C'est colossal, et en même temps, 47 milliards d'euros, eh bien, c'est bien en deçà du budget du ministère russe de la Défense, qui lui est estimé pour 2025 à 137 milliards d'euros. Ici, on voit que l'Ukraine a des ressources et qu'elle entend continuer à développer ses capacités politiques, administratives et évidemment en matière de défense, mais que le pays reste tout à fait dépendant de l'assistance financière internationale pour continuer à bien fonctionner. Bon, et puis pour le dire rapidement, si jamais la défense nationale prend 61% des dépenses prévues par le budget, alors les grandes idées et les beaux projets de Volodymyr Zelensky dans son plan de résilience, c'est évidemment secondaire et on se demande comment est-ce qu'il pourrait les financer. Ce déficit budgétaire de 45%, donc c'est environ 40 milliards d'euros qui vont être couverts par l'apport financier international et donc notamment occidental. Il y a quelques jours, le ministre des Finances ukrainien a révélé que depuis février 2022, l'Ukraine a reçu plus de 100 milliards de dollars, donc presque 100 milliards d'euros, d'assistance financière pour couvrir ses besoins budgétaires. 2/3 de ces 100 milliards, ce sont des prêts que l'Ukraine doit rembourser d'une manière ou d'une autre, donc souvent à taux préférentiel, mais de toutes les manières de l'argent à rembourser. Et il y a 1/3 qui est venu sous la forme de dons que l'Ukraine ne doit pas rembourser. Et il faut noter qu'à ces 100 milliards s'ajoute encore l'assistance militaire et toute une multitude de programmes pour soutenir des projets concrets. Les Européens sont les plus importants soutiens de l'Ukraine pour ce qui est de l'assistance macro-financière et donc pour soutenir le budget. Mais si on ajoute l'assistance militaire, alors ce sont les États-Unis qui sont les plus gros pourvoyeurs de fonds. On le voit, ce sont des sommes conséquentes qui évidemment pèsent sur les pays donateurs. Et évidemment, la situation est loin d'être simple pour l'Ukraine, sachant que en février 2025, on entrera dans la 4e année de l'invasion généralisée et que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche risque de remettre en cause les équilibres de ce soutien international. Ça forcera peut-être les Européens à utiliser un des as qui leur reste dans leur manche, c'est-à-dire saisir plus de 200 milliards d'actifs russes qui sont actuellement gelés dans différentes banques européennes. Jusqu'ici, les Européens s'y sont refusés, mais si jamais ils saisissent ces actifs, eh bien ça leur permettra de financer leur soutien à l'Ukraine ou de transférer une partie de ces fonds directement à Kiev. Je le mentionne en conclusion, j'entre pas dans les détails ici, mais puisque je parle de gros sous, il me semble toujours important de répéter que le soutien à l'Ukraine ne doit pas forcément être à la charge du contribuable européen. Il peut être financé par la Russie elle-même et par les actifs qui sont gelés en Europe. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve demain.